Bienvenue sur Tendance économique sur Equinox Télévision. À l'occasion de la deuxième rencontre du Club Afrique Développement qui se tient au Cameroun, des acteurs économiques venus de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et de l'Afrique du Nord se retrouvent à Douala pour analyser les enjeux du développement de l'agro-industrie sur le continent. Avec nous sur ce plateau spécial, le président du mouvement patronal ECAM, président Protais Ayarma. Bonjour. Bonjour. Justement, vous êtes intervenu sur le panel consacré à l'état des lieux de l'agro-industrie sur le continent. Quelles sont les réalités que vous décriez le plus? Permettez-moi déjà de remercier le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa qui nous offre cette opportunité, n'est-ce pas, de réfléchir et d'échanger sur une question éminemment importante pour le Cameroun, puisqu'il s'agit de l'agro-industrie. Oui, effectivement, nous avions, avec trois autres panélistes, à faire un peu l'état des lieux. En gros, l'état des lieux n'est pas très brillant. Surtout eu égard à l'énorme potentiel du Cameroun. Le Cameroun, on l'a dit, aurait pu être vraiment le grenier de l'Afrique. C'est un enjeu très important que de nourrir l'Afrique. Nous avons des terres arables. Oui, le ministre du Commerce l'a dit, près de 6 millions d'hectares de terres arables, seulement 20% exploités jusqu'ici. Et pourtant, il y a des menaces de malnutrition qui concernent le septentrion, par exemple. Le Cameroun continue d'importer énormément de produits alimentaires. Qu'est-ce qui explique ce paradoxe? Ce qui explique ce paradoxe, vous savez, le Cameroun est un pays de paradoxes. J'ai commencé déjà par dire que nous sommes tous peu ou prou fils de paysans. À quelques rares exceptions près, nous sommes tous fils de paysans. Nos parents nous ont envoyés à l'école et la première chose qu'ils ont faite, ça a été de nous détourner de l'agriculture. Déjà au départ, donc l'agriculture a été un peu le parent pauvre. N'est-ce pas, puisque ses meilleures ressources, ses meilleures intelligences ont été orientées ailleurs. Ça, c'est déjà le premier paradoxe. Il faudrait revaloriser déjà le travail de la terre, il faut revaloriser l'agriculture. Le deuxième paradoxe, c'est quoi? C'est le potentiel. On a une jeunesse au chômage, alors que nous avons un potentiel agricole qui est très important. Le ministre l'a rappelé, et il suffit de comprendre ce fossé entre le potentiel énorme agricole que le Cameroun dispose et la réalité qui est le fait qu'on continue d'importer énormément de produits agroalimentaires venant notamment de l'Europe. Comment l'expliquer? C'est les politiques qui sont mises en place qui ne semblent pas tout à fait efficaces. Je crois que on manquait jusqu'à il n'y a pas très longtemps d'un plan d'industrialisation du pays. Ce plan vient d'être mis en place. On ose espérer que il sera véritablement implémenté. Parce qu'il y a urgence, il faut nourrir le Cameroun. La balance commercial sur le plan agricole est très déficitaire, puisque nous exportons à peine 375 milliards, alors que nous importons plus de 1000 milliards. Donc il y a un véritable problème. Donc je pense que ce sont ces distorsions que le plan directeur de l'industrialisation va corriger, je l'espère. Justement, Protais Ayarma, sur le cas des PME agricoles, elles sont nombreuses sur le triangle national. Cependant, elles éprouvent de sérieuses difficultés, celles relatives à l'accès aux terres, et vous en avez parlé dans ce panel, justement. Oui, parce qu'il manque un maillon essentiel entre le petit paysan agriculteur et la grosse exploitation agro-industrielle, genre CDC et tout. Il manque les exploitations moyennes qui auraient pu être occupées effectivement par des opérateurs camerounais. Mais le gouvernement avait parlé d'agriculture de seconde génération et même de troisième génération pour permettre cette transition-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Malheureusement, laissez-moi peut-être terminer en ce qui concerne les terres. Malheureusement, bien qu'il y ait une abondance de terres arables, l'accès reste très compliqué.
Pourquoi cela? Quand vous faites Douala-Yaoundé, vous voyez des énormes superficies de terre, mais ne vous hasardez pas à commencer à les cultiver. Il faut donc améliorer, n'est-ce pas, l'accès au foncier, sécuriser l'accès au foncier. Et une fois qu'on a réglé ce problème-là, il faut régler le problème de la mécanisation. Lorsqu'on parle d'agriculture de seconde génération, c'est plus avec les houes qu'on va travailler. Il faut un minimum de mécanisation. Et là encore, sur ce plan-là, il y a eu des choses qui ont été faites, mais qui ont été mal faites. Il y a une usine, il y a une usine de tracteurs du côté des Bolova, mais on ne sait pas ce que ces tracteurs sont devenus. Donc, il faut coordonner tout cela, il faut mettre tout cela en perspective, de façon à pouvoir optimiser et mutualiser les moyens que nous avons, qui sont importants, mais qui, parce qu'ils ne sont pas toujours mis à disposition et à temps, ne permettent pas d'arriver à des résultats intéressants. Justement, comment comprendre que malgré ce potentiel énorme dont dispose le Cameroun en matière de terres arables, en matière de force justement de la jeunesse pour pouvoir travailler dans ces terres arables-là, qu'il y a très peu de moyens mis en œuvre pour encourager davantage les jeunes à s'investir. Le président de la République les avait justement invité, cette jeunesse camerounaise, à être des entrepreneurs agricoles. Mais l'autre blocage dont vous en avez parlé durant ce panel, c'est l'accès au financement. Quelle est la réalité, vous qui êtes un encadreur des PME agricoles? L'accès au financement est un problème crucial pour les PME en général et plus particulièrement pour les PME agricoles, parce que le cycle de production de l'agriculture est différent, n'est-ce pas, du cycle dans les services. Quand vous créez une plantation, il faut parfois attendre 4-5 ans avant qu'elle rentre en production. Or, les banques que nous avons, qui sont des banques commerciales, ne savent pas financer ce genre de cycle d'exploitation. Les structures qui auraient dû le faire ne l'ont pas fait. Lesquelles, par exemple? Il y a eu le FONADER. On a constaté que le FONADER a donné des crédits aux fonctionnaires et non aux agriculteurs. Le crédit agricole qui lui a succédé n'a pas changé de méthode. A dû donc fermer également les portes, puisque les mêmes causes produisent forcément les mêmes effets. Et là, on nous annonce la banque agricole depuis plus de 5 ans, on l'attend toujours. On l'attend toujours. Pendant ce temps, il y a un certain nombre de programmes qui sont plus ou moins hébergés dans un certain nombre de ministères, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Économie, dont on ne sait pas très bien comment est-ce qu'ils sont orientés, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a un véritable déficit en matière de politique agricole, et notamment en direction des PME-PMI. Il y a quelques années, on nous avait parlé de la promotion des exploitations agricoles de moyenne importance. Il était question de les encadrer, de mettre à leur disposition un minimum de moyens, mais elles n'ont pas prospéré non plus. On nous annonce dans le cadre du PDI, qui a été adopté en fin d'année dernière, on nous annonce une véritable révolution. Vous y croyez, au regard des réformes qui ont été menées les années antérieures et qui ont plus ou moins échoué? Est-ce que ce nouveau plan directeur d'industrialisation qui est annoncé par le gouvernement pour vous a pris en compte les échecs et les défaillances du passé? Oui, sur le plan conceptuel, il est parfait. Il est parfait puisqu'il va reposer sur des technipoles avec des filières bien précises et structurées et intégrées. Donc sur le plan conceptuel, ça peut donner satisfaction. Mais il y a toujours une marge entre le discours, le plan et puis la réalité. C'est là où évidemment on a quelques inquiétudes. Mais il faut quand même dire que pour cette fois-ci, le gouvernement a associé le secteur privé dans la discussion. Maintenant, dans la mise en place, qu'en sera-t-il? Justement, et concernant ces terres agricoles, on constate qu'il y a plusieurs grandes multinationales qui s'installent au Cameroun, à qui on donne ces terres arables, qui les exploitent, qui en tirent des revenus, mais
Le Cameroun continue toujours à importer énormément de produits agroalimentaires. Comment comprendre cet autre paradoxe-là? Bon, moi je suis pas pour la fermeture des frontières totale, mais je crois quand même qu'il faut laisser sa place, n'est-ce pas, aux acteurs locaux, aux acteurs nationaux. On voit effectivement beaucoup de grosses agro-industries frapper à nos portes. On leur déroule le tapis rouge, on leur accorde des facilités et des facilitations très très importantes. Les Camerounais ne bénéficient pas toujours, n'est-ce pas, ni de la même attention, ni des mêmes soins. Donc, je crois qu'à côté de ces grosses exploitations, il faut effectivement entretenir et encourager un vivier de PME, PMI qui pourrait ceinturer les grosses exploitations. Je crois qu'on pourrait obliger toutes les agro-industries qui s'installent d'avoir dans un rayon autour qui les ceinture, des petites exploitations soit artisanales, soit des PME, qui les fournissent d'ailleurs. Et on pourrait penser que ces agro-industries pourraient, dans une sorte de spirale vertueuse, les aider par des intrants, des semences de bonne qualité, quitte à ce que, au sortir, c'est-à-dire que lorsque la production a été faite, ces agro-industries, n'est-ce pas, puissent se payer en premier. Moi, je crois que c'est de cette façon-là qu'on pourrait évoluer. Parce que si on laisse toutes nos terres entre les mains uniquement des étrangers, ça ne va pas régler entièrement le problème. Il faudrait qu'il y ait des exploitations artisanales, il faut qu'il y ait des exploitations semi-industrielles. Tout ça doit être mis en musique et tout ça doit vivre dans une certaine harmonie. Une agro-industrie qui s'installe quelque part doit être un vecteur de développement. Pour les riverains, qui pourraient profiter donc de cette proximité, pour leur vendre, n'est-ce pas, leurs produits. Cette agro-industrie pourrait également aider ces producteurs à produire en quantité et puis en qualité. Protais Ayangma, je vous invite d'abord à suivre comment l'Afrique met en œuvre ces différentes politiques économiques pour amorcer le développement socio-économique du continent. On voit tout cela dans ce reportage signé Nadine Yambou. Au Cameroun, le gouvernement n'a pas d'argent pour financer son projet hydroélectrique de Nachtigal plus de 4 ans après son annonce. Le président du groupe Électricité de France, Bernard Lévy, est venu présenter au pouvoir public sa stratégie de mobilisation des financements nécessaires à la réalisation de ce projet qui doit injecter 420 MW dans le réseau électrique. Les travaux doivent démarrer en 2018 et s'étalent sur une durée de 5 ans. Les investissements directs étrangers chutent de 15% en Afrique centrale en 2016 pour s'établir à 5,1 milliards de dollars. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, dans son rapport rendu public ce mois de juin 2017, évoque comme principale raison la chute des cours des produits miniers sur le marché mondial. La RDC, par exemple, a été durement touchée avec un effondrement de 28% de flux des investissements directs étrangers. Les investisseurs n'ont ainsi injecté que 1,2 milliard de dollars vers ce pays. Le rapport révèle également que les flux d'IDE vers les pays en développement ont reculé de 14% pour se situer à 646 milliards de dollars. Cependant, cette forte baisse n'a pas éclipsé l'intérêt des investisseurs, notamment asiatiques, vers ces pays qui représentent la moitié des 10 premières destinations en 2016. Selon un rapport publié ce mois de juin 2017 par la Banque mondiale, l'Éthiopie devrait progresser de 8,3% en 2017 et pourrait même rapidement devenir la première économie en Afrique orientale. Pour l'année 2017, son produit intérieur brut atteindra 78 milliards contre 72 milliards de dollars enregistrés l'année dernière. Cependant, la croissance économique de ce pays dépend fortement des dépenses publiques, d'infrastructures et de la demande intérieure.
Parmi les autres pays qui marquent de bons points, on note la Tanzanie avec 7,2%, la Côte d'Ivoire 6,8% et le Sénégal 6,7%, tous aidés par l'investissement public. Pendant ce temps, l'Afrique du Sud et le Nigeria s'enlisent dans la récession. L'Afrique du Sud, par exemple, est entrée en récession après que sa croissance économique ait reculé pour le deuxième trimestre consécutif. Après avoir baissé de 0,3% au dernier trimestre de 2016, le produit intérieur brut a reculé de 0,7% pour le premier trimestre de 2017. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez Tendance économique, édition spéciale à l'occasion de la deuxième rencontre du Club Afrique Développement qui se tient au Cameroun. L'enjeu évoqué ici, c'est l'état des lieux du secteur agro-industrie dans le pays, mais aussi ses réalités, ses difficultés et les perspectives de développement de l'agro-industrie au Cameroun et sur le continent africain. Avec nous sur ce plateau spécial, le président du mouvement patronal ECAM au Cameroun. Comment est-ce que le secteur bancaire peut justement changer de paradigme pour s'intéresser davantage aux PME agricoles? Moi, je crois qu'il faut leur poser la question. Hein. Cette banque, vos suggestions à vous? Cette banque est là depuis quelque temps. On n'a pas constaté une très grande différence par rapport aux autres banques du système financier camerounais. Je crois qu'il y a un problème Attijari, quoi qu'on dise, reste une banque commerciale. C'est pas une banque de développement. Donc, les actions qu'elle pourrait mener ne seront que très très limitées parce que ça ne rentre pas dans la mission de leur banque. Je crois que il faut que l'État crée effectivement sa banque de développement agricole, comme ça a été annoncé. À l'image de la BAD, vous connaissez que le grand slogan de la BAD, c'est « Nourrir l'Afrique ». Il faudrait déjà qu'on ait également une banque qui nourrisse, n'est-ce pas, les Camerounais. Et là, c'est un enjeu énorme lorsqu'on voit le taux de natalité, n'est-ce pas, au niveau du Cameroun. Je crains que le déficit... encore plus important dans les prochaines années. Mais avec les réalités économiques que le Cameroun traverse, avec cette crise importante, ce déficit budgétaire, la crise sécuritaire, mais aussi les réserves de change qui ont énormément baissé du côté des comptes extérieurs qui sont logés dans le Trésor français, pensez-vous que le Cameroun dispose d'argent, d'assez d'argent pour mettre sur pied cette banque agricole dans ce contexte de crise économique? Écoutez, il faut faire appel à nos partenaires au développement, il faut faire appel aux Camerounais. Je signale que la capacité d'épargne des Camerounais est très très importante, elle n'est pas optimisée. Chaque fois qu'il y a eu des appels de l'État en termes de bons trésors ou bien d'emprunts obligataires, vous avez vu que ça a toujours été sursouscrit. Ce qui veut dire que les Camerounais n'attendent que des véhicules intéressants pour pouvoir mettre leur argent. Si aujourd'hui l'État lance un emprunt ou alors tout simplement par l'intermédiaire de la bourse ou du marché financier, un appel à l'épargne publique, vous allez voir qu'on va dégager des sommes très importantes. Donc, il y a des possibilités. Ce qui gêne les Camerounais, c'est évidemment, ils n'ont pas toujours confiance, n'est-ce pas, au choix des gestionnaires. Parce que ce qui se passe, on l'a vu avec la banque des PME. C'était une banque qui était supposée s'occuper et s'intéresser aux PME. On a mis les PME de côté. Lorsque vous regardez le conseil d'administration de la banque des PME, il y a un seul représentant des PME sur 12 administrateurs. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ah oui, c'est un problème. Si c'est la banque des PME, il faudrait quand même qu'on écoute les PME, il faut qu'on les entende. Il faut que les PME se sentent concernées par les décisions qui sont prises, qu'elles participent donc à cette prise de décision. C'est un peu ce décrochage, comme s'il y avait deux Camerouns, c'est-à-dire un Cameroun des fonctionnaires et puis un Cameroun de la société civile ou bien de la société
privés qui posent problème. Moi, je crois qu'il faudrait que pour chaque projet, l'État ne s'interdise pas de rechercher dans la société ou bien dans le secteur privé les compétences qu'il faut. Un partenariat public-privé. Beaucoup plus que ce qui est dit dans le discours, parce que effectivement on parle du partenariat public-privé, mais il faut aller plus loin. Il faut approfondir ce partenariat public-privé. Il ne faut pas tout simplement qu'on vienne chercher le secteur privé comme faire valoir, et lorsqu'il faut prendre des décisions, que le secteur privé soit complètement écarté. Donc il faut qu'il soit intégré en amont et également en aval. Qu'il soit également concerné, c'est une façon de l'impliquer dans la gestion, dans le management, dans l'administration. Merci, Proter Ayangma. Je rappelle que vous êtes le président du groupement patronal du Cameroun et que vous participez à cette rencontre du Club Afrique Développement consacrée justement aux enjeux de développement de l'agro-industrie sur le continent africain et en particulier au Cameroun. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendances économiques sur Equinox Télévision.